La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, les samedis à 11h et dimanche à 13h, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aujourd'hui à la médecine et aux hôpitaux, jadis en Basse Marche. Pour les textes, j'ai fait appel aux ouvrages et aux articles des auteurs suivants. Albert Gourceau, La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse Marche. Louis Texier-Olivier, le préfet, statistique du département de la Haute-Vienne de 1808. Roger Drouot, monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Charles Sylvestre, Pleine Terre. François Moreau, Quelques vieux remèdes. Claude Dahadoun, Mémoire d'un village limousin blond. L'abbé Granet, Histoire de Bellac. Et Joseph-Henri Normand, Histoire de Magnac-Laval. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche. Dans sa thèse, le docteur Clancier-Gravelat, l'épouse de Georges-Emmanuel Clancier, écrit: les habitants de la Haute-Vienne se représentent la maladie comme un démon ou une force magique qui s'est introduit dans le corps ou comme un objet nocif ou un animal. Par suite, les moyens mis en œuvre pour obtenir la guérison auront pour but de faire sortir le principe mauvais de l'organisme. Albert Gourceau, pour sa part, conteste en partie cette affirmation. Pour lui, et pour ce qui concerne les maladies bénignes que le paysan de nos régions s'estimait en mesure de soigner et de guérir par une technique d'action physico-chimique tout à fait semblable dans son principe aux techniques de la médecine scientifique, rien ne lui paraissait mystérieux dans ses affections. Il savait très bien, par exemple, comment on risquait d'attraper ce qu'il appelait un chaud et froid. Par contre, lorsqu'il se trouvait en présence d'une affection dont il avait mal mesuré la gravité et qu'il n'avait pu maîtriser par ses procédés habituels, et surtout, lorsqu'il avait affaire à des maladies internes à évolution lente, il pensait qu'il y avait là quelque chose d'étranger à la nature, qui ne pouvait être qu'une force magique, devant laquelle il était désarmé et contre laquelle il devait, par conséquent, mobiliser des forces plus puissantes afin de les tenir en échec. Et alors, on faisait appel à un soigneur qui était un guérisseur de village dont les connaissances en anatomie et en pathologie étaient quasiment nulles. Nous avons déjà consacré une émission aux guérisseurs en Basse Marche, c'était en mai 2017. Notons toutefois que lorsqu'une maladie se déclarait dans une famille, l'entourage n'en paraissait nullement troublé. Ce malade est à 2 doigts de l'agonie, écrivait l'abbé Gorce, qu'on ne s'en aperçoit souvent pas. Tant qu'il mange encore un peu, qu'il ne pousse point de cris trop véhéments et qu'il n'a point de contorsions trop nerveuses, tout est réputé aller bien. C'est pourquoi constate à son tour le préfet Texier-Olivier dans son enquête de 1808, le paysan riche ne ferait aucune dépense pour faire administrer des secours à sa femme ou à son enfant dangereusement malade. La raison, c'est que sans doute les visites chez le médecin et les remèdes coûtaient cher, mais bien plus que les paysans de jadis, et particulièrement en Basse Marche, ne croyaient pas à la médecine et préféraient donc les remèdes de bonne femme, comme on dit, ou les recettes magiques. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. Nous reviendrons sur ces remèdes et ces recettes magiques, mais avant et sans remonter à la peste et à la lèpre dont nous avons déjà parlé dans une de nos émissions, c'était en décembre 2015, nous allons nous intéresser à l'état sanitaire de notre région dans le passé, en nous appuyant sur l'étude de Roger Drouot dans sa monographie de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Voici ce qu'il écrit au début du XXe siècle. L'état sanitaire est généralement bon
à part l'alcoolisme et les affections tuberculeuses. Actuellement, les maladies épidémiques paraissent ignorer le chemin du canton. Et il ajoute, il n'en était pas ainsi autrefois. Nous voyons qu'en 1597, une épidémie décima la paroisse de Lussac à tel point qu'il ne se trouvait plus d'officiers pour rendre la justice. En 1767, une épidémie sévit sur la paroisse d'Arnac où cette année-là, on compta 121 décès, le double de la moyenne ordinaire. Et sur ce chiffre, il y a 69 enfants au-dessous de 10 ans. À la Ville-au-Brun, notamment, il y eut dans les 3 derniers mois de l'année 17 décès et 64 en l'an 12. Il y a 40 ans, donc dans les années 1870, les fièvres intermittentes existaient à l'état endémique dans toute la campagne. Le dessèchement des étangs, la substitution des routes empirées aux chemins semés de fondrières, enfin les défrichements les ont fait entièrement disparaître. La fièvre typhoïde, qui était autrefois commune, tend à devenir rare, bien qu'il soit difficile de faire prendre, dans les villages où un cas se déclare, des mesures prophylactiques nécessaires. Sous l'Ancien Régime, nous n'avons pas rencontré de médecins, mais les chirurgiens étaient nombreux. Ainsi, le seul bourg de Lussac en comptait 5. Nous trouvons en outre des opérateurs à Arnac, à Lussac, et un oculiste au Chézeau. Notons cependant que la thérapeutique de ce temps est souvent singulière, nous dit Roger Drouot, qui rapporte cette ordonnance qu'un médecin a remis à une femme d'un notaire d'Arnac souffrant d'inopésie. Le matin, prendre un bouillon fait avec le collet de mouton, 1/2 once de racines de patience sauvage, 2 drachmes de racines de pivoine mâle et demi-poignée de cresson d'eau. Et, si l'on ne s'en nettoie pas bien trouvé, on ajoutera au bouillon une 20aine de cloportes prises en vie, lavées et écrasées. Vous voyez qu'on n'est pas loin des fameux remèdes de bonne femme dont nous allons reparler dans un instant. Roger Drouot ajoute, les apothicaires ont souvent fait défaut, on en rencontre seulement à Arnac et à Lussac, où ils se mêlaient aussi de soigner les malades. Les médecins n'apparaîtront qu'au commencement du XIXe siècle. Actuellement, donc en 1904, il y a dans le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles 6 médecins, 3 pharmaciens et 3 sages-femmes. Petites et grandes histoires de la basse marche. Nous pourrions consacrer des pages et des pages à ces remèdes un peu magiques, parfois proches de la sorcellerie qu'utilisaient nos ancêtres bas-marchois pour se soigner. Nous allons nous contenter de 2 exemples, quelques vieux remèdes utilisés dans la région de Berneuil, mais avant cet exemple que nous cite Charles Sylvestre dans son ouvrage Pleine Terre. Le paysan ne connaît guère les maux qui déciment les gens de la ville. Il meurt le plus souvent de vieillesse. S'il part avant d'avoir fait son temps, c'est qu'il a pris un chaud et froid, comme on dit. Une bronchite, une pleurésie l'emporte dans l'autre monde. Et il suffit d'un coup de pluie glacée qui le mouille jusqu'aux os, tandis qu'il vient de besogner dur. Mais, d'habitude insensible aux intempéries, noueux et rudes, il regagne son gîte au soir d'automne, la tête couverte d'un sac gonflé d'eau. 100 remèdes, et les plus simples. Contre le lumbago, une ficelle de fouet. Une compresse de persil pilé sèche une plaie purulente. Des marrons dans la poche éloignent les rhumatismes. 100 tisanes d'herbe contre le rhume. On ne mande guère le médecin au chevet des vieilles gens. Ce serait argent et peine perdue. L'autre jour, comme le glas sonnait au clocher, Gentou est venu m'offrir quelques échalotes de son jardin et un chou paumé. « Il ne manque plus que le perdreau, m'a-t-il dit. C'est à vous de le trouver. » Il s'est assis au coin du feu et il s'est mis à parler, le nez baissé, la casquette rabattue. Il avait bien pauvre mine. « J'ai manqué passer l'arme à gauche, hein. J'ai fait venir un tel. » Il ne dit pas que c'est un sorcier.
Je ne pouvais plus faire entrer de l'air dans mes soufflets. J'avais le rable serré dans du plomb. Cet homme m'a fait des signes sur la peau des reins, il m'a donné 2 sortes d'herbes. Ah, je ne suis pas encore solide, mais j'ai franchi le mauvais chemin. Petites et grandes histoires de la basse marche. Quelques vieux remèdes maintenant de la région de Berneuil. Comme dans toutes les campagnes, des remèdes traditionnels étaient appliqués dans le Limousin et la Marche et conservés avec soin dans les placards de nos grands-mères. Qui n'en a point souvenir? Il fallait avoir sous la main, comme on disait, le remède approprié, reconnu souverain depuis toujours contre bien des maux, puisque l'apothicaire était loin parfois et toujours onéreux. Par exemple, on trouvait sur l'étagère un petit pot de beurre de mai, souverain contre les gerçures, un autre rempli de graisse de blaireau qu'on utilisait en friction quand on souffrait d'un mal de rein. Il y avait partout le flacon où macéraient des fleurs de lys dans l'eau de vie pour la cicatrisation des coupures. Quantité de pratiques, de secrets ont disparu, annihilés par la progression de la science médicale. Mais leur emploi était parfois salutaire. Le prêtre des paroisses rurales, plus évolué que ses ouailles, intervenait charitablement auprès de ses malades. Messire Lafont, curé de Berneuil au XVIIIe siècle, a consigné dans son registre d'état civil une formule qu'il préconise contre les fièvres tierces ou cartes qui sévissaient dans nos contrées. On voyait de pauvres gens grelotter dans un coin de l'âtre et le curé leur apportait de quoi les soulager. C'était un remède de sa fabrication qu'il qualifiait d'ailleurs d'infaillible. En voici la transcription. Remède à l'épreuve contre la fièvre carte. Prenez une demi-once et demi-quart de bon quina pulvérisé, 1 quart et demi extrait de quinine, 1 quart et demi extrait de hyacinthe, 1 quart et demi de bon thériaque, 3 ou 4 amandes amères bien pilées, mêlées, le tout en faire une opiate, dont vous prenez les jours d'intervalle de la fièvre. Vous en prenez 3 pilules de la grosseur d'une fève le matin, 3 à midi, 1 heure avant le dîner, et 3 le soir, avant le souper. Dans les cas de colique du ventre, l'apothicaire conseillait la poudre de cloporte que l'on absorbait dans du petit lait ou l'eau de la reine de Hongrie. Cependant, une certaine colique, qualifiée de colique du miséréré à cause probablement de sa violence, nécessitait souvent l'intervention d'une matrone spécialiste du traitement. On allait quelquefois la chercher fort loin dans son village si son talent était reconnu. Voici comment elle opérait. Il fallait se munir d'un bol de faïence dont la taille était subordonnée à l'ampleur du ventre du patient et on frottait les bords intérieurs avec une gousse d'ail. L'experte matrone le renversait sur le milieu du ventre du malade et malaxait consciencieusement tout l'abdomen, s'efforçant autant que possible d'en faire loger la masse dans l'intérieur du bol. Même si elle n'y arrivait pas, c'était ce qu'on appelait le ventre avalé. Alors, il arrivait que ce massage fût salutaire, mais il n'était pas sans danger. Petites et grandes histoires de la basse marche. Concernant les hôpitaux, signalons que la commune de Lussac-les-Églises fut assez vite dotée. En effet, en septembre 1677, François Bourdelle donna sa maison du Latier-Lusacois pour en faire un hôtel-dieu pour les pauvres qui y voudront aller. Et il note l'établissement pour l'entretien et la nourriture des pauvres des revenus de ses propriétés de l'Essard et de Lavaux. Un procès-verbal de visite de juin 1763, écrit Roger Drouot, nous donne une description de l'hôpital. Dans la chambre des hommes, il y a 3 lits et le tableau de monsieur le fondateur. Dans celle des femmes, 3 lits et une petite couche sans rideau, 2 chaises, un coffret et une petite table.
La chambre de l'hospitalière renferme lit, table, mets, buffet, vaisselle, fauteuil servant de salière, armoire contenant les titres et 8 chaises. Dans une autre pièce qui sert de vestibule se trouve l'armoire au linge, un petit lit, un fauteuil à transporter les malades, une petite armoire suspendue. Suit ensuite l'énumération du linge et autres objets. 33 draps gros et fins, 10 courtes pointes, 6 couvertures de laine, 47 chemises, 43 serviettes, 3 nappes, 5 pots de chambre, un porte-dîner, 6 pots à eau, 7 écuelles, 6 roquilles, 16 assiettes, une lampe, 4 gobelets, une seringue, le tout d'étain, mais encore un chauffe-lit et 3 chandeliers de cuivre. Pendant très longtemps, la mission de ces hôpitaux, c'est avant tout d'être un lieu d'accueil pour les gens pauvres. Les paysans malades rechignent à s'y rendre, car on n'y était pas mieux soigné que chez soi, et en franchir la porte apparaissait comme une déchéance. En fait, l'hôpital est là pour exercer les 7 œuvres de la miséricorde, à savoir bailler à manger à ceux qui ont faim, bailler à boire à ceux qui ont soif, recevoir les étrangers et les pèlerins, les héberger, vêtir les nus, visiter les malades, consoler les prisonniers et ensevelir les morts. On essayait aussi d'y soigner les malades pauvres qui ne pouvaient pas se faire soigner chez eux. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que cette activité, soigner les malades, sera le seul rôle de l'hôpital. Dans ces hôpitaux dont la fonction religieuse, est-il nécessaire de le préciser, est première, on n'acceptait pas les gens considérés comme contagieux, les lépreux qui allaient dans les léproseries ou les maladreries ou les malades de la peste. Notons que souvent, on logeait plusieurs malades dans le même lit pour qu'ils se tiennent chauds et on ignorait alors qu'une grande partie des maladies étaient contagieuses. Petites et grandes histoires de la basse marche. Son ouvrage Mémoire d'un village limousin blond, Claude Dahadoun nous explique qu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas à Blon d'hôtel-dieu ou d'hôpital, ni même un dispensaire, alors que le curé d'Anglars nous apprend qu'il doit secourir en moyenne une centaine de malades chaque année. Quand un homme, cultivateur ou journalier, tombe malade, son affection peut mettre en péril l'équilibre de sa communauté. Alors, sa famille vient chercher un bouillon ou une soupe chez le curé. Nous savons qu'en 1780, un jeune chirurgien, Louis-Jean Rougier, vivait à Blon. Fils du prévôt de la communauté des chirurgiens de Montmorillon, il s'en est allé exercer dans l'hôpital de cette ville avant la Révolution. Il ne reste alors que François Meunier, qualifié d'officier de santé. Il soigne les accidentés et les maladies graves. Il sait coudre une plaie, penser et s'y connaît en anatomie. Claude Dahadoun nous explique qu'en règle générale, les gens se soignent comme leurs ancêtres, avec des plantes et des remèdes de bonnes femmes, et avec les guérisseurs. Il ajoute, il y a 2 hôpitaux à proximité de Blon. L'un se trouve à Mortemart, l'autre à Bellac. Mais leur accès est limité aux malades paroissiaux puisqu'ils sont financés par les revenus du clergé local. Le séculaire hôpital de Mortemart se trouve dans un état d'insalubrité et de saleté lamentable, malgré les 10 000 livres annuels que lui versent les moines des Carmes et des Augustins. Le prieur le gère avec plusieurs religieuses et un chirurgien y opère en permanence. Les soins sont gratuits et on y administre des médicaments et toutes sortes de traitements. L'hôpital est destiné à recevoir les infirmes et les pauvres malades. Il exclut les fous, les furieux et les enfants abandonnés. En 1790, les 20
143 lits qu'il contient sont tous occupés par une femme, 3 hommes et 19 enfants. En fait, cet hospice fait davantage penser à un orphelinat qu'à un hôpital. Il est douteux qu'on n'y admette pas les enfants abandonnés. Pour Bellac, un rapport de 1792 nous indique que l'Hôtel-Dieu est situé au centre de la ville sur la principale rue. Les bâtiments mesurent environ 11 mètres de façade sur 17,5. Il comporte un étage. L'hôpital peut accueillir 35 à 40 individus, mais il ne contient que 13 lits. On couche donc plusieurs malades par lit ou à même le sol. Au moment du rapport, il n'y demeure que 9 patients et une servante pour s'occuper d'eux. On y dort médiocrement et on ne se lave guère. Mais on n'y mange pas trop mal. Les pauvres souffrants sont nourris de pain de seigle et de viande, et cela chaque semaine. Les jours de maigre, on remplace la viande par des haricots. Lorsqu'ils sont mal en point et que le chirurgien ou le médecin leur donne, ils ont droit à un menu spécial de pain blanc, de viande et de bouillon de légumes. Cet effort sur l'amélioration des repas dans les hôpitaux est une initiative de la Constituante qui se poursuivra sous les autres gouvernements. L'Hôtel-Dieu de Bellac admet les pauvres, les infirmes, les caducs et les incurables. On imagine mal le taux de guérison de ces incurables. Mais 9 malades, ce n'est vraiment pas beaucoup. Apparemment, on préfère mourir chez soi que se faire soigner à l'hôpital. On a coutume en ce temps-là de dire avec humour qu'il y a une grande différence entre un bon et un mauvais médecin, mais qu'il y en a très peu entre un bon médecin et pas du tout. À Bellac, on ne reçoit pas les étrangers, sauf les soldats de la Révolution de passage. Les autres voyageurs peuvent venir ici, recevoir des soins, sans y séjourner plus de 2 ou 3 jours. À l'origine, cet hôpital, Hôtel-Dieu, fondé en 1530, est situé dans le quartier Saint-Michel, à l'emplacement de l'actuel centre des impôts. Au début du XIXe siècle, il fut transféré dans le faubourg de la Chapelle, l'actuelle rue Vergniaud. Voici ce que l'abbé Granet nous en dit dans son histoire de Bellac. Après l'année 1816, l'hôpital fut transféré dans le faubourg de la Chapelle. On acquit une maison d'abord assez petite, à laquelle on adjoignit d'autres bâtiments. Ces additions successives font de cet établissement un tout sans unité et même très incommode pour le service. Cependant, il réunit, au point de vue de l'hygiène, de précieux avantages. Placé en bon air, avec de vastes dépendances, il offre aux malades des agréments que n'aurait peut-être pas un édifice mieux construit, mais moins bien situé. Ce sont les religieuses de la sagesse qui dirigèrent cette maison. Leur mission était de soigner les malades, mais aussi d'assurer l'éducation de la jeunesse. En 1860, on acquit aux moyens d'économie et de subvention de l'État l'immeuble Arbello du Repère pour y installer une salle d'asile gratuite. Peu à peu, l'ensemble devint un bâtiment constitué d'un corps de logis tout en longueur, interrompu en son milieu par la chapelle dont la façade est percée d'une rosace à vitraux. Notons qu'à partir de 1903, tous les locaux, y compris ceux qui accueillaient les salles de classe, seront consacrés à recevoir et à soigner les malades. Les bâtiments vont encore s'agrandir pour accueillir et soigner les blessés de la guerre de 1914-1918. En 1962, la communauté des religieuses compte encore 5 religieuses, dont 4 hospitalières et une éducatrice paroissiale. En 1968, l'hôpital Hospice, qui avait été classé dans la catégorie des hôpitaux ruraux, compte 210 lits. Ses capacités d'accueil sont alors très insuffisantes et l'on prévoit la construction d'un hôpital moderne sur le plateau de Jolibois.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche, consacrée à la médecine et aux hôpitaux, jadis en Basse-Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Albert Gourceau, de Louis Texier-Olivier, de Roger Drouot, de Charles Sylvestre, de François Moreau, de Claude Dahadoun, de l'Abbé Granet et de Joseph-Henri Normand. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux compositeurs Johann Krieger, Michael Praetorius, Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi, aux musiciens Dominique Boissy et au groupe Maluzerne. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.